la vidéo, il faut vous abonner, activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et nous allons parler du sujet du comportement négatif et interagir avec un comportement positif. C'est parti! Donc alors, comment agir face à une personne qui a un comportement négatif? Le terme négatif, c'est souvent une personne qui présente en fait un mal-être. C'est à nous en fait de contrebalancer avec un comportement dit positif. Donc c'est-à-dire avec un comportement de la joie, de la lumière à la personne. Et alors, il faut bien comprendre qu'en fait, il faut contrebalancer ce comportement. Donc en comportement négatif, ça peut être l'agressivité, ça peut être l'anxiété, etc. Donc bien faire l'opposé de la personne. Donc ça, on va vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. On ne répond pas à l'agressivité par l'agressivité. Donc ça, en général, on le sait. Ça envenime les choses. Voilà, ça finit toujours mal et ça ne règle pas forcément le fond du problème. En tant que soignant, en fait, ce principe-là, c'est pour être un bon allié face aux troubles du comportement. Oui, exactement. Il y a certaines pathologies qui amènent certains troubles du comportement. Donc, c'est à nous de contrebalancer ce comportement-là. Dans la vie de tous les jours, en fait, ça va vous aider à améliorer votre communication avec votre entourage, donc que ce soit vos amis, votre famille. Voilà, vivre dans un milieu propice et calme, avec une très bonne communication, c'est quand même un bon terrain d'entente pour votre famille et vous. Ouais. Voilà, les familles qui sont souvent en conflit, il y a quand même un mal-être familial, il peut y avoir des conjugopathies aussi si c'est un couple. Donc voilà, en espérant que ça vous aide. Et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Vous remplissez pas beaucoup de commentaires, mais allez-y. Hein. N'hésitez pas, on est quand même bien présente pour la chaîne, donc n'hésitez pas en tout cas. C'est ça. Première partie, du coup, on va commencer par ce que comme tout le monde connaît à peu près, l'anxiété. Tout d'abord, déjà, comment on repère une personne qui est anxieuse? Une personne qui est anxieuse, souvent, on le repère par le visage. Donc le faciès qui est un peu crispé. Souvent, on peut aussi avoir des personnes qui vont avoir des rougeurs au niveau du bas du cou. On repère aussi une personne qui va on voit le visage qui est quand même crispé, on voit le visage qui montre qu'il y a de l'inquiétude, on voit le visage qui n'est pas détendu comme à son habitude, et on voit que la personne est un peu dans ses pensées. Deuxième étape, on peut repérer aussi la personne, elle se ronge les ongles, elle a les mains moites. On voit que souvent chez les personnes âgées, notamment qui ont des problèmes de comportement ou dans les EHPAD, on repère que la personne elle déambule. Alors on se dit elle déambule, mais parce qu'elle est anxieuse. Elle déambule parce qu'elle ne sait pas où elle va, elle déambule parce que elle est perdue dans ses pensées, elle ne se repère pas et elle déambule. Ça peut être aussi à la maison, si vous voyez que vous ne tenez pas en place, vous êtes en train de ranger, faire le ménage, bricoler à droite à gauche, sans vraiment être posé aussi, c'est comme une personne qui déambule. Exactement. Après, on a des manifestations au niveau plus donc physique. On a une augmentation du rythme cardiaque qui est logique parce que il faut plus de sang, on apporte plus de sang, plus d'oxygène. En contrebalance, on a aussi la respiration qui peut être accélérée. On peut avoir cette sensation un peu d'oppression, même au niveau, souvent il y a des gens qui ont mal à l'estomac, mais c'est aussi, l'estomac c'est un peu le cœur un peu de l'anxiété. En fait, ça vient aussi qu'on se sent en danger, en fait. Exactement. Du ventre, on sent qu'il y a un danger imminent. Exactement. Après, on a des manifestations même digestives. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes de troubles digestifs. Donc l'anxiété, c'est vraiment un mal-être et qui se voit même physiquement. Mais c'est un mal-être qui est autant psychologique que du coup physique, qui se manifeste physiquement par des symptomatiques qu'on repère assez facilement. Après, on a aussi des troubles du sommeil qui vont être associés. Et puis, il y a toujours une cause, ces états d'anxiété. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas rationnel, mais pour la personne, ça l'est. Voire, des fois, elle ne comprend pas pourquoi elle est dans cet état. Il faut vraiment pas s'énerver et avoir une position de fuite, c'est-à-dire, oulala, quand elle est comme ça, moi, je vais dans la chambre, j'attends que ça passe. Non, au contraire, il faut pas s'isoler et attendre que ça passe. Après, l'idée pour l'anxiété, c'est du coup la contrebalance, comme tu le dis, c'est réassurer. La réassurance. Voilà, alors dans ce mot-là, on met être calme. Du coup, justement, on a quelqu'un qui est du coup plutôt dans l'excitation, donc on va être plutôt dans une contrebalance avec du calme, être posé, l'écoute active, être à 100% là avec la personne aussi. Essayer de poser la personne. Si vous voyez qu'elle bouge dans tous les sens, déjà juste de la poser, ça amène déjà un premier pas au temps calme.
Et puis l'idée c'est de la recentrer sur le moment. Quand on est anxieux, on part dans tous les sens, on part sur des projections, on se crée même nous-mêmes du stress. Et on n'est pas dans l'instant présent en fait. On est soit dans le futur, même on est soit dans le futur à projeter, soit on est dans le passé. Du coup, l'idée c'est de recentrer la personne soit sur son corps en faisant de la méditation, en la faisant respirer, soit effectivement de la centrer sur une activité. Ça marche très bien pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont des troubles du comportement, que ce soit des personnes âgées ou des personnes jeunes. L'activité, ça fait focaliser la personne sur quelque chose et pendant ce temps, du coup, on pallie à l'anxiété. L'idée, c'est pas d'enlever l'anxiété directement, c'est de travailler pour que la personne se sente mieux. Voilà. Et puis soyez un bon entendeur, vraiment laissez-la s'exprimer, vider son sac, peut-être que son sujet de l'angoisse va ressortir. Et il faut vraiment utiliser des mots positifs, essayer de relativiser, c'est pas grave, ça va se calmer, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera différent. Essayez d'avoir une communication très positive. Et rassurante. Et puis bienveillante. Et bienveillante, vraiment tout ça. Si vous êtes sur cette chaîne, vous avez compris. Voilà, la bienveillance. Et n'essayez pas non plus coûte que coûte de régler son problème du jour. Voilà. Plutôt de calmer en baissant sa jauge d'angoisse. Voilà, on n'est pas là pour régler les problèmes des uns et des autres. Voilà, c'est surtout essayer de détourner l'intention sur autre chose. Voilà, de déplacer son angoisse dans quelque chose de positif, même viens on fait un jeu de cartes, viens on fait un gâteau, je sais pas, viens on va se promener dehors, on va marcher, on va se défouler. Voilà, vraiment de ne pas qu'elle se focalise sur son angoisse. Juste dites-vous que la personne vous parle de ça, déjà ça lui fait baisser son angoisse. Elle a l'impression qu'elle donne un peu de son poids à une autre personne. Du coup que ça l'allège quoi. Après c'est sûr que si ça continue dans le temps, là il y a peut-être des troubles psy, donc peut-être se faire aider, accompagner, c'est important de pas passer à côté, de pas faire l'autruche sur des troubles psychiatriques. Si en traitement naturel, vous avez la passiflore et la lavande aussi, des petites gouttes sur les poignets, ça apaise. L'exercice physique aussi, ça peut déverser un peu sa colère. Manger aussi sainement, voilà, l'alimentation un peu moins lourde. Voilà. Réduire le café, l'alcool et la cigarette qui sont des facteurs anxiogènes. Un autre comportement négatif qui est l'apathie. Alors l'apathie, en fait, c'est l'absence de sentiments, il y a un manque de goût à la vie. On reconnaît souvent la personne qui bouge pas, qui est dans son coin, qui a rien envie de faire, qui fait aucune interaction sociale, comme si elle était absente en fait. La personne apathique aussi, elle peut se montrer vraiment insensible à vous, à l'entourage, à tout ce qui se passe autour. Moi je trouve que c'est le comportement le plus difficile en tant que soignant parce que, comme je disais à Aurèle, en fait on met tous nos chevaux pour la stimuler. Du coup on donne beaucoup d'énergie, donc on vide un peu notre énergie. Et la personne elle est là, c'est vraiment, pour moi c'est ce qui est vraiment plus difficile de stimuler une personne. On y arrive, mais voilà, faut donner beaucoup de soins. Alors en fait, du coup la contrebalance comme dit Lydie, c'est la stimulation. Alors je mets tout de suite un bémol, comme dit Lydie, je rebondis là-dessus, c'est attention. En fait, nous sommes deux, donc face à une relation, donc il y a deux individus. Et effectivement, une personne qui va prendre un peu l'énergie positive de l'autre. Donc attention, parce que souvent, on a la sensation un peu de, comme on dit, plombé, d'être vidé au niveau de son énergie. Donc c'est important de se recharger. Donc soit en faisant derrière de la méditation, soit en allant faire du sport pour évacuer en tout cas. Et puis peut-être se recharger, se connecter à l'univers et redemander un peu d'énergie, se connecter aussi même au soleil, reprendre de l'énergie parce qu'en fait, c'est toute une question d'énergie, c'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants, on est fait d'énergie et du coup il y a des échanges et en fait finalement c'est vrai que quand on a des interactions comme ça, parfois on se retrouve, on est complètement vidé, épuisé, que ce soit physiquement que psychologiquement parce qu'en fait on a tout donné. Donc attention, il y a aussi une part de la personne, on peut tout donner comme tu disais, oui il y a les chevaux, mais si la personne ne veut pas, après il faut aller chercher d'autres aides un peu externes parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire si la personne ne veut pas.
Donc c'est un des troubles les plus compliqués, je trouve. En fait, déjà, effectivement, à gérer. la première difficulté, c'est que la personne, elle vous capte en fait. Oui, C'est comme elle est dans son état d'apathie. oui, Du coup, juste le fait qu'elle vous capte, ne serait-ce qu'un regard, un toucher, oui. déjà, Le vous avez, non-verbal, oui. vous avez gagné un peu la stimulation. Mais on va essayer de trouver une activité qui peut lui faire plaisir, ne serait-ce que manger. Du coup, manger un petit quelque chose, bah, ça actionne des choses chez elle, le goût, le Même au partage. niveau même musculaire, ça actionne aussi Ça réveille un peu le les corps. muscles. Après, si c'est un adulte qui fait, ou un jeune aussi qui fait que dormir toute la journée, qui fait rien de ses journées, ben, ne serait-ce que de discuter avec lui, d'ouvrir les volets de sa chambre, d'aérer un petit peu, de lui dire... Elle est restée dans le noir, hein, déjà, rien que ça. Peut-être aussi de se rendre utile, bah, tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose, enfin, c'est pas évident l'apathie. Hein. Ça, on le voit souvent chez les maladies avec des démences, hein, comme la maladie d'Alzheimer ou les maladies de dépression, mais bah, c'est pas facile, mais bon, il faut stimuler. Hein. Alors, pas toute la journée, parce que vous allez finir aussi en mode apathie. Et après, ça fait de l'hyperstimulation qui est pas forcément même C'est efficace, en fait. Mais ouais, par petites touches, quoi. Par petites touches. Mais en tout cas, soyez convaincus de ce que vous faites déjà, ça c'est 90% du travail de fait. Et si vous êtes dans la bienveillance, convaincus que vous allez essayer d'apporter quelque chose à la personne, déjà c'est positif pour la personne en tout cas. Et puis essayez de trouver une porte ouverte dans le champ de vie de la personne quelque part. Et puis protégez-vous, hein, si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie de le faire, c'est bien de déléguer ou d'attendre un peu. Puis il y a des relais, c'est aussi un travail d'équipe derrière aussi. Ne vous videz pas de votre énergie, vous en avez besoin. Là on va vous parler du coup maintenant de l'agressivité, en contrebalance, du coup le calme. On a toujours dit, effectivement on le sait, on ne répond jamais à de l'agressivité par de l'agressivité. Ah oui, ça on l'a dit à l'intro. Hein. Ça sert à rien, c'est pas efficace. Donc quand on parle d'agressivité, on peut avoir l'agressivité verbale, mais aussi physique. On passe par le contact. Alors déjà nous, la checklist qu'on voudrait vous donner, c'est un outil que nous on s'est servi en tant que professionnel et qui fonctionne. C'est la checklist. Se dire pourquoi la personne elle est agressive. Et l'avoir en tête, c'est est-ce qu'il n'y a pas une infection dessous, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit urinaire, qu'elle soit même cutanée. Est-ce qu'il n'y a pas une infection? Est-ce que la personne n'a pas mal? Est-ce que la personne n'est pas parce que là la douleur ça s'exprime par la j'ai mal et je sais pas comment le dire, et j'agresse les autres. La douleur physique et la douleur même psychique. Donc il y a la douleur, on a aussi la constipation, j'ai mal, je suis mal dans mon corps. Voilà, la constipation clairement c'est ça, je suis mal dans mon corps, je ne peux pas évacuer clairement et du coup je suis mal, donc je suis agressive parce que je communique comme ça, c'est de la communication l'agressivité aussi. Hein. On a aussi tout ce qui est l'anxiété ou même tout ce qui est trouble un peu psychologique. La déshydratation aussi, quand on est déshydraté, on est mal et du coup ça peut donner de l'agressivité. Donc ça c'est vraiment la checklist, se dire est-ce que déjà globalement, qu'est-ce qui fait que cette personne est agressive? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est finalement quelque chose qu'elle a en elle et qui fait qu'elle est agressive? Déjà, première étape. Alors moi, si j'ai un petit conseil, donc en fait, c'est facile de répondre d'agressivité par l'agressivité. En fait, c'est presque animal. Quand on se fait agresser, on veut se défendre, quoi. C'est un réflexe. Alors, si j'ai un petit conseil, en fait, c'est quand vous avez quelqu'un d'agressif devant vous, essayez de le voir instantanément comme une personne en fait qui est malheureuse. Moi, je vois n'importe quelle personne agressive, que ce soit à l'extérieur ou au milieu médical, comme un patient qui est malade, quoi, qui est pas bien. Donc tout de suite, vous dites « Ah mince, elle est malheureuse ». Quoi. Et du coup, vous rentrez pas non plus dans cet état d'agressivité, ça vous donne un petit peu d'empathie à cette personne. Alors on parle pas d'agressivité grave non plus, après c'est criminel, mais quelqu'un qui est agressif, tout de suite, ça vous donnera une posture d'empathie. Du coup, il faut être calme, poser, parce qu'une personne qui est agressive et qui a en face d'elle une personne qui est calme, du coup elle va recopier un peu son comportement, ça va faire effet miroir.
Du coup, ça va quand même baisser son agressivité. Moi, ça m'a évité de me faire prendre plusieurs coups de poing par des patients. Hein. Je vous assure que ça Non, marche. mais pour le coup, en dis tant pas que des soignant, bêtises, hein. ça c'est sûr que c'est des expériences qu'on vous Si quand parle. t'as un patient qui arrive comme ça et que tu mets le poing en l'air, tu te dis bah, tu vas te le prendre dans l'œil. Mais... Ou quand tu te fais tirer les cheveux par un patient et que tu te dis il faut rester calme. C'est ça. L'agressivité, le problème, c'est ce qu'on en parlait à l'instant, c'est vraiment que ça, quand on a quelqu'un d'agressif, ça vient nous ébranler, ça vient nous heurter en nous. C'est presque comme tu disais animal, c'est-à-dire que par réflexe, on nous tire les cheveux, par réflexe, ça nous énerve, ça nous met en colère et on a envie de réagir. Le problème, c'est que c'est pas ce qu'il faut. C'est sûr que ça demande de prendre sur soi. Ah bah c'est sûr qu'on a envie de se défendre, mais ouais, faut vraiment contrôler ça, quoi. Du coup, ça résout rien parce que l'agressivité, le cercle des pensées sur la vidéo qu'on avait fait la dernière fois, c'est vraiment ça. L'agressivité, il y a de la colère, ça va entraîner une pensée négative en lien qui va majorer cette colère. Et si on alimente ça, on se retrouve dans un processus qui est complètement délétère pour la relation, en fait. Ouais. C'est ça. Par contre, il ne faut pas non plus se laisser écraser par une personne. N'hésitez pas à pointer son agressivité. Hein. Vous pouvez dire, vous n'êtes pas obligé de lever la main sur moi, vous n'êtes pas obligé de me parler sur ce ton-là, essayez de parler calmement, essayez de vous calmer. Enfin, vraiment pointer l'agressivité de la personne. Du coup, elle va dire, ah oui, c'est vrai que ça va pas et il faut que je me calme. N'hésitez pas à pointer ça. Hein. Exact. Mais oui, surtout, écoute active, hein, comme d'habitude. Voilà. Bienveillance. Essayer de comprendre d'où vient cette agressivité, essayer de poser la personne. Surtout parler vraiment d'un ton, mais calme, quoi. Juste une voix calme et douce. Ça fait redescendre la pression. Hein. C'est ça, comme un enfant, en fait. Comme la voix d'une maman ou d'un papa qui l'appelle. Du coup, ça va vraiment... Ça vient bercer. Et voilà, après... pourquoi il est agressif, peut-être que ça sera pas rationnel, peut-être que ça le sera, voilà. Mais dans l'instant T, il faut vraiment apaiser la personne. Alors du coup, on va parler un peu du repli sur soi. Donc en fait, pour les personnes, c'est un peu se mettre un peu dans sa bulle. Alors ça, c'est bénéfique pour beaucoup. Hein. On a besoin d'être dans sa bulle, de se recentrer. Mais quand ça vient sur du long terme et que ça touche le côté physique, psychologique, ça devient du coup problématique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se couper du monde, qui vont... donc on parle d'isolement social. C'est des gens qui vont se couper même d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément prendre ce temps pour se reconnecter à eux, mais plus pour ruminer, pas être bien... Ils vont avoir ce sentiment d'être abandonnés aussi. Oui. En fait, la personne, il y a aussi un lien avec la confiance, c'est-à-dire que la personne, elle va pas arriver à s'ouvrir, elle va pas arriver à même montrer son potentiel parce qu'elle est complète. Comme une petite huître, elle est refermée sur elle, c'est un moyen aussi de se protéger. Elle ne veut plus participer à la vie, quoi. Sauf que nous, comme on l'avait dit sur nos premières vidéos, on est des êtres sociaux. La société, ça fait aussi partie de l'individu. On n'est pas des êtres... on ne peut pas vivre seul en fait. On a vu, il y a eu des films qui sont sortis, effectivement, la solitude, on a besoin de communiquer, on a besoin d'interagir avec les autres, même si c'est un animal de compagnie, en tout cas il y a besoin d'une interaction et quand on se coupe de ça, en fait petit à petit même on perd des compétences, on perd des capacités en fait qu'on avait et qu'on perd parce qu'on se coupe du monde en fait. Alors c'est très négatif. Hein. On peut avoir un petit temps dans le quotidien où on se replie un peu sur soi. C'est positif ça. On a envie d'être dans sa petite bulle, de se faire un bon bain, etc. Mais c'est la notion de je ne veux plus être avec les autres, je ne leur fais plus confiance. Même moi, je ne suis pas capable de faire des choses. C'est ça qui est... Puis on se coupe vraiment du monde. Hein. C'est ça. Donc, comment contrebalancer ? Comme d'habitude, c'est l'écoute active. Voilà, être présent pour la personne, l'écouter, créer une relation de confiance, parce que là, du coup, elle n'a plus confiance aux autres. Vraiment lui montrer qu'elle peut avoir confiance en elle, et qu'elle aussi, elle peut avoir confiance en elle aussi, quoi. Et puis, quand on parle d'écoute active, c'est important. L'écoute active, c'est très spécifique, c'est vraiment être là, pour la personne, mais à 100%. Et pas être entre deux, c'est-à-dire oui, je suis là, je l'écoute vite fait, j'écoute de deux, et puis hop, je suis en train de penser... La personne vous parle, vous êtes sur votre téléphone... Autre comportement négatif, c'est la perte d'estime de soi. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc, par exemple, une maladie ou même un événement familial.
Ou le fait qu'on soit pas, quand on est contre nos propres valeurs, en fait, on perd l'estime de soi. C'est ça. Quand on est vraiment en contre-indication, on fait des choses qui sont pas dans nos valeurs profondes, en fait, petit à petit, on perd cette estime qu'on a de nous-mêmes, en fait. En fait, la personne est toujours en train de se flageoler, en fait. Elle dit « Oh, n'importe ce que je fais, c'est nul. J'ai beau faire des efforts, j'arrive à rien. » Enfin, elle est un peu dans cette tourmente-là. Alors, ça peut être lié aussi à des échecs scolaires de l'enfance. Voilà. Quand dans votre enfance, l'école, vous étiez toujours un peu dans les notes un peu basses, et puis on vous disait toujours que vous n'arriverez à rien. Bah ça, même adulte, ça peut avoir des rebondissements. Hein. Aussi, des comportements rabaissants aussi. Voilà, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui appuie sur le fait, tout ce que vous faites mal, etc., ça peut perdre une estime de soi. Hein. Et on sait que c'est très facile de perdre confiance en soi. Plus facile que de le récupérer. Hein. Ça, c'est sûr. Et pourtant, la personne, elle a un plein potentiel. Mais qu'elle ne peut pas fleurir, en fait. Et en fait, elle a du mal à voir. Donc, en fait, c'est à nous, vraiment, d'être en comportement positif, d'être dans l'encouragement, comme un coach sportif, en fait, de vraiment dire « Mais non, tu peux y arriver. Vas-y », d'être vraiment un soutien pour elle, quoi. Et puis, par exemple, quand nous, spécifiquement pour les personnes âgées, mais même du coup pour les enfants, la méthode Montessori, c'est vraiment recentrer l'individu en tant que personne à part entière, et du coup, aller focaliser sur tout ce qui fonctionne chez cette dame, chez ce monsieur par exemple. Au lieu de regarder ce qui va pas, parce qu'effectivement la personne va nous livrer tout ce qui va pas, et aller chercher tout ce qui va, et recentrer la personne sur, en fait, il y a plein de choses qui vont bien. Mais même dans la partie handicap, par exemple, quand on a une personne qui est en situation de handicap, souvent, on focalise sur le problème, donc le handicap. Et il y a tout ce qui va à côté. Hein. Et en fait, on ne focalise pas sur les bonnes choses. Même quelqu'un qui a une pathologie chronique, on focalise que sur ce qui ne va pas. Oui, mais il y a 90% peut-être qui va bien. Des choses qui vont très bien aussi. Hein. En parlant d'enfants aussi, souvent les parents vont comparer leurs enfants à d'autres enfants. Ouais, ça, c'est une très mauvaise idée. Lui, il parle déjà, lui, il marche déjà. Et puis en fait, il faut arrêter de se comparer aux uns aux autres. On est tous des individus différents. On se développe tous différemment. On n'a pas tous les mêmes passions, on n'a pas tous les mêmes envies. Et en fait, il faut arrêter de se comparer aux uns aux autres, quoi. Que ce soit physiquement, au point de vue des emplois, socialement. Voilà, faut arrêter de dire que chez les autres, c'est mieux que chez nous, alors qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Hein. Après, vous savez, on est aussi beaucoup une société de façade, hein, c'est-à-dire que... une belle image Instagram, voilà, c'est ça. Et puis derrière, il y a du vide. C'est un peu ce qu'on avait développé au départ, c'est aussi beaucoup une société, sans porter de jugement, mais c'est beaucoup une société où on est dans le paraître. Et quand on creuse parfois, c'est pas si beau que ça. Mais l'idée, c'est déjà partir du principe. Alors, il y a des personnes qui parlent de ça dans plein de vidéos. C'est vraiment, on est des êtres parfaits individuellement, en fait. On est comme on est et on est parfait individuellement. Effectivement, on a des choses qui sont hors, entre guillemets, société classique, petit moule, mais on s'en fiche parce que tant que nous, on se sent bien et on est parfait pour nous, c'est le plus important finalement. Puis voilà, nos défauts, ça fait notre charme. Hein. Et puis les défauts, il faut les transformer en force en fait. Il y a beaucoup de sportifs qui ont eu des problématiques de perte de membres, etc. Et qui du coup ont transformé ça et qui en ont fait une vraie force finalement. Donc ça, je pense qu'il faut rester positif là-dessus. Ouais, je pense qu'il faut dire à la personne de ne pas viser la perfection. Que ça n'existe pas, on est juste parfait nous-mêmes. Voilà, que le peu qu'on sait faire, il faut accentuer dessus. C'est que notre société a toujours tendance à appuyer sur ce qui va pas, pour qu'on s'améliore, pour que toujours on s'améliore. Alors c'est bien de s'améliorer, hein, c'est pas un problème. Sauf que si on voit que la personne derrière... Elle perd toute estime, je suis pas sûre qu'elle va arriver à s'améliorer. À l'inverse, on pourrait renforcer ce qui va bien. Oui, renforcer ce qui va bien. Peut-être même mieux. Hein. Renforcer déjà ce qui est déjà présent et déjà bien en place, du coup ça fait fleurir les choses. Non mais franchement, l'école, on a tous été traumatisés. Ça fait le premier de la classe. Moins 15 en dictée. On savait pas que ça existait. Si, moi j'ai déjà eu des moins en dictée. Donc... Mais moi je disais à ma mère, oui mais même la première de la classe, elle a pas eu la moyenne. Hein. C'est ce qu'on parle aux autres. Alors merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout.
N'oubliez pas que cette chaîne, elle a Vous pour est dédiée, but, hein. voilà, de partager, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou nous faire des retours à voix orale aussi, ou nous envoyer un email, met tout dans la barre d'infos. Voilà. Et on vous dit, prenez soin de vous, voilà. Gardez le cap, prenez soin de vous Et surtout, des autres aussi, ouais. important. Ouais. Et on vous dit À à très la prochaine. bientôt. Au revoir. Au revoir.